Donc, bonjour à tous et bienvenue au second rendez-vous du Plan Bleu. Pour rappel, les rendez-vous du Plan Bleu sont des rencontres en ligne animées par les experts de l'environnement méditerranéen pour représenter et déchiffrer un sujet d'actualité. Le premier rendez-vous a été présenté par Lina Todd, notre directrice adjointe, et c'était consacré à la création d'une zone à basse émission de soufre en Méditerranée. Et pour cette deuxième édition, nous restons dans la thématique des transports maritimes et nous nous consacrons cette fois-ci aux méthodes et recommandations pour une croisière et une navigation de plaisance durable en Méditerranée. Il y a eu quelques changements de dernière minute concernant l'agenda que je vais vous présenter maintenant. Donc, nous débuterons ce rendez-vous comme prévu avec notre directrice des programmes Céline Dubreuil qui présentera le contexte méditerranéen des secteurs de la croisière et de la navigation de plaisance. Puis, M. Jean-François Suas, président de Marseille-Provence Cruise Club, nous présentera les démarches durables mises en œuvre par les acteurs de la croisière à Marseille. À 10h30, M. Olivier Carmès, directeur général du port de Sète Sud de France, nous présentera les mesures mises en œuvre par le port de Sète Sud de France pour contribuer à la transition écologique et énergétique du port. À 11h, Céline Dubreuil nous présentera les lignes directrices pour une croisière et une navigation de plaisance durable en Méditerranée. Et à 11h15, M. Fabio Bignolini, fondateur de Northern Light Composites, nous présentera son projet d'éco-conception des navires de plaisance. Et enfin, nous sommes heureux d'accueillir pour clore cet événement M. Christophe Madrol, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels et régionaux risques, qui intervient aujourd'hui en tant que représentant de la région Sud-Provence-Côte d'Azur et qui nous expliquera l'intérêt de la région à la durabilité de l'activité croisière et plaisance. 2 moments d'échange avec les participants sont prévus, après l'intervention de M. Olivier Carmès et de M. Fabio Bignolini. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat. Nous serons ravis de répondre à vos questions et à vos commentaires. La session se déroulera principalement en français, à l'exception de la présentation de M. Bignolini, qui sera en anglais. Si vous avez la dernière version de Zoom, vous devriez avoir accès à la traduction simultanée en cliquant sur la planète en bas de votre écran. Et si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat. Si tout le monde est prêt, je laisse la parole à Céline Dubreuil pour débuter ce rendez-vous du Plan Bleu et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Héloïse. Donc, Pauline, si tu veux bien partager la présentation, s'il te plaît. Merci. Donc, avant de parler du rapport des lignes directrices pour la durabilité, je pense qu'il était intéressant de représenter le contexte méditerranéen et de vous présenter aussi les tendances et les perspectives de ces deux secteurs que sont la croisière et la navigation de plaisance en Méditerranée. Alors, avec ses 46 000 kilomètres de côte, la Méditerranée est la plus grande mer semi-fermée au monde. Elle abrite environ 500 millions d'habitants. Un habitant sur 3 vit en zone côtière, donc on imagine une forte pression anthropique sur les côtes. C'est également un hotspot de biodiversité. La mer Méditerranée abrite plus de 10 000 espèces, dont 20 à 30% sont des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'ici, alors que la mer Méditerranée ne représente que 0,8% de l'océan global. C'est également la première destination touristique au monde. Elle représente 30% du tourisme mondial. Et c'est une mer également particulièrement vulnérable au changement climatique. On parle de hotspot du changement climatique. Elle se réchauffe en moyenne plus rapidement que le reste de la planète. Alors, les croisières et la navigation de plaisance sont des secteurs clés pour l'économie bleue en Méditerranée. La Méditerranée est la seconde région de croisière au monde, après les Caraïbes. Elle a accueilli plus de 8 millions de croisiéristes en 2017, ce qui était déjà 2 fois plus qu'en 2006, et on a enregistré 31 millions de mouvements de croisiéristes, c'est-à-dire des embarquements et des débarquements en 2019. L'industrie de la croisière a apporté une contribution record de plus de 57 milliards d'euros à l'économie européenne en 2019. La Méditerranée abrite 36 ports méditerranéens dits majeurs, c'est-à-dire qui accueillent plus de 120 000 passagers par an. Et environ 75% des ports de croisière en Méditerranée se situent en Italie, en Espagne, en France, en Grèce et en Croatie. Alors, quelles sont les tendances du secteur de la croisière ? Une croissance soutenue d'environ 6% par an.
On a constaté également une évolution du concept de navires de croisière ces 50 dernières années. Ils sont devenus réellement une destination de voyage en soi. L'augmentation de la taille des navires continue pour accueillir toujours plus de passagers et toutes les activités à bord. On peut trouver aujourd'hui des navires qui accueillent jusqu'à 5400 passagers et 2000 membres d'équipage. C'est aujourd'hui le mode de transport qui a le plus grande capacité. Et les pandémies de 2020, certes, ont marqué une forte interruption des tendances croissantes du secteur de la croisière, mais des signaux positifs de reprise sont déjà là. Alors, concernant la navigation de plaisance, 90% de la flotte de plaisance en Méditerranée est constituée de bateaux qui ont une taille comprise entre 2,50 m et 24 mètres, dont à peu près 87% de bateaux à moteur et 11% de voiliers. 60 à 70% de la flotte mondiale de yachts, donc ça représente plus de 3000 yachts, c'est-à-dire des navires qui sont supérieurs à 24 mètres, fréquentent chaque année et principalement d'avril à octobre le triangle d'or situé entre la Côte d'Azur, Monaco, la Riviera italienne et la Sardaigne. À peu près 1700 yachts ont été construits dans les 10 dernières années et le secteur des super yachts génère de gros revenus et beaucoup d'emplois au sein des communautés locales. La France et l'Espagne sont les deux plus grands marchés européens de la navigation de plaisance et avec l'Italie, ces trois pays représentent 80% de la demande totale dans la région méditerranéenne. Alors, quelle est la tendance de la navigation de plaisance? Alors, le marché de la petite plaisance, c'est-à-dire les bateaux inférieurs à 24 mètres, est plutôt stagnant, à l'exception du segment des grands catamarans qui continuent de croître. L'âge moyen des propriétaires de petits bateaux augmente. Chez les jeunes générations, on recherche davantage des services de location, de colocation de bateaux ou des offres intégrées proposées par des plateformes touristiques. On constate également que l'industrie de la réparation et du carénage joue un rôle croissant et de plus en plus de services sont proposés aux plaisanciers dans les marinas. Ces marinas qui sont généralement proches de la pleine occupation de leur capacité, en particulier en Méditerranée occidentale et en haute saison. Donc, non seulement la flotte des yachts a grandi, mais leur taille moyenne aussi a augmenté. Prochaine diapo. Donc, on imagine que ces activités ont des impacts environnementaux, aussi bien pendant la navigation en mer, mais aussi à terre, au niveau des ports et des marinas. Vous voyez sur la diapositive quelques photos qui illustrent les principaux impacts. Alors, certains impacts sont imputables davantage au secteur de la croisière, par exemple, comme l'émission de polluants atmosphériques ou la collision entre les navires et la faune marine. Et d'autres sont davantage imputables à la navigation de plaisance, comme l'altération des fonds marins. On voit ici, par exemple, par les ancrages dans les herbiers de Posidonie. Alors, d'autres impacts sont, par exemple, la pollution sonore, le bruit sous-marin dû à la cavitation des moteurs, enfin des hélices. L'introduction également d'espèces non indigènes. Alors, vous voyez ici le crabe bleu, mais il y en a plein d'autres en Méditerranée qui sont dus à des pratiques inappropriées de gestion des eaux de ballast ou par l'encrassement de la coque des bateaux. On rencontre également parfois des problèmes de contamination microbiologique liés aux eaux noires et aux eaux grises, de contamination chimique par les hydrocarbures, de pollution lumineuse, on en parle moins souvent, mais on le voit par exemple sur une image, toutes ces lumières qui sont en dessous les yachts dans les ports ou peuvent causer, causent des perturbations, notamment au niveau des organismes planctoniques, par exemple. Et donc, l'altération des fonds marins, je l'ai déjà dit. Alors, diapo suivante. Le plan bleu, donc au vu de la croissance de ces secteurs et des différents impacts environnementaux, a été mandaté dans le cadre de son programme de travail qui a été validé par les parties contractantes de la Convention de Barcelone, donc lors de la COP 21, de poursuite des travaux sur les outils régionaux, donc sur le tourisme durable, donc ça inclut l'élaboration de ces lignes directrices et ça s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de
l'objectif de développement durable 14 en Méditerranée en faisant la promotion de l'économie bleue. Ce travail, ces lignes directrices ont également été élaborées dans le cadre d'un projet européen, Interreg-Med, de la communauté Croissance Bleue, qui vise à faciliter le développement d'une économie bleue durable dans la région méditerranéenne. Prochaine diapo. Donc, ces lignes directrices sont un rapport clé de capitalisation de 3 communautés Interreg-Med. C'est un travail qui a été piloté par le Plan Bleu. Elles ont pour objectif de fournir des informations ciblées sur les objectifs de durabilité. Elles ont identifié des pratiques durables à la fois pour les secteurs de la croisière, de la navigation de plaisance, des ports et des marinas. Et elles visent à soutenir les principaux acteurs impliqués dans la promotion de la transition à long terme de ces 2 secteurs vers la durabilité. Elles contribuent également de fait au protocole gestion intégrée des zones côtières de la Convention de Barcelone. Donc, j'en ai fini pour la présentation du contexte et donc je vais laisser la parole à Monsieur Jean-François Suas qui va déjà vous illustrer toutes les pratiques durables qui peuvent être mises en œuvre dans le secteur de la croisière. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. J'ai plus grand chose à dire après un tel exposé. Non, je plaisante pas. Écoute, le sujet est tellement vaste. Alors moi j'ai un PowerPoint que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais effectivement il est en anglais, j'ai pas fait attention, mais c'est pas très grave parce que j'imagine que tout le monde va réussir à le lire, qui était lors d'une initiative donc, qui a été reprise par tous les ports de Méditerranée il y a quelques semaines à Algeciras, le 28 avril, vous le voyez, donc était effectivement, entre autres, une pression supplémentaire de la part des ports de Méditerranée pour avoir la zone CK, puisque vous savez que c'est un vote important qui aura lieu au mois de juin, dans quelques jours d'ailleurs, au niveau de l'OMI, et qui, même si c'est pour une perspective 2025, est quand même essentiel, puisque ces zones où les garantissent l'utilisation de carburants les plus vertueux que ce que n'est aujourd'hui. On est en 0,5 certes, mais c'est quand même le passage, on va dire, de fuel léger à ce qu'on appelle du maritime gasoil, et c'est évidemment un produit blanc et pas du tout les mêmes conséquences, on peut dire, sur la pollution atmosphérique. Donc voilà, je vais vous présenter, je pense qu'il y a un échange aussi de questions, de réponses qui est peut-être plus intéressant que quelque chose de très vertical comme je vais faire. Donc assez rapidement, je veux bien qu'on passe à la prochaine diapo. Donc juste pour vous dire ce qui est aujourd'hui en cours quand même, en général, quand je présente ce type quand j'évoque ce type de présentation, c'est les bateaux. Il faut vous rappeler que les paquebots de croisière, c'est à peu près 350 bateaux sur 60 000, pardon. Donc c'est quand même quelque chose finalement c'est peu de choses par rapport au nombre, mais on peut considérer quand même que ceux-là ont l'obligation, au moins morale, d'être les meilleurs en termes de. Attendez, excuse-moi. Je suis dans un endroit où j'ai quand même du bruit derrière moi, et donc voilà. Et je vais peut-être me déplacer 2 secondes pour éviter d'avoir un écho un peu trop fort, parce que j'ai des gens qui parlent très fort. Excusez-moi. Donc je bouge un petit peu. Donc voilà. Et là, ça va être beaucoup mieux. Donc, désolé pour ce contretemps, mais je suis à Biarritz pour une autre conférence et quand même, je pense être seul. Donc, vous voyez, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'avoir à la fois des évolutions techniques, et on le voit avec le gaz naturel, les scrubbers, etc., et donc des bateaux qui commencent à utiliser, on le voit, des propulsions hybrides avec des batteries comme chez Ponant ou des voiles, etc., et toutes sortes de choses, si vous voulez, qui vont améliorer la situation, puisque l'objectif, c'est à la fois de baisser les consommations. Donc, on a deux bras de levier aujourd'hui, tout simplement. C'est des solutions innovantes, techniques, et surtout des réglementations. Et donc, évidemment, la zone Sénéca en est une, mais on peut prendre des initiatives dans le port de Sète, dans le port de Marseille ou ailleurs, qui permettent d'améliorer la situation, évidemment, avec, vous le voyez, ce qu'on appelle l'OPS, donc le Shoreside Power, qui est la connexion et qui est vraiment, en termes de port, d'infrastructure, donc l'enjeu essentiel des prochaines années, qui permettra évidemment de modifier une grande partie du système à partir du moment où on peut connecter les bateaux. Évidemment, on est en zéro émission, et donc ça, c'est quand même ce qui est
capitale. Alors là, volontairement, j'ai mentionné cette histoire de 60 Hz. Beaucoup de gens le savent. Le grand challenge aujourd'hui, parce que ça n'existe pas encore. Il y a quelques projets dans l'Europe du Nord. On le voit cet été avec, à l'automne, sans doute, Southampton et d'autres qui pourront peut-être, et un port allemand, donc, qui vont connecter les premiers bateaux avec MSC, mais on n'a pas encore de garantie. Donc, il y a pas mal de flou autour. Nous, à Marseille, on a un projet qui est majeur, si vous voulez, avec une 50 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent public. Il faut avoir une garantie d'économie derrière, mais c'est évidemment, quand les bateaux sont taqués, la meilleure solution qu'on puisse imaginer en termes de pollution atmosphérique. Mais il y a d'autres sujets, et donc on va aller voir un petit peu. C'est évidemment l'optimisation, puisqu'on va chercher par tous les moyens à diminuer la consommation, la vitesse, enfin tout ce que vous savez déjà, le management des routes, etc. Et évidemment, il y a aussi un vrai sujet avec la croisière, c'est ce qui se passe à bord en termes de déchets, etc. Et surtout ce qui se passe à terre. Donc les clubs de la croisière, on va dire, les clubs de croisière ou les autorités compétentes en matière de management touristique ont aussi l'ambition, évidemment, de trouver du zéro émission à travers les bus, à travers des navettes maritimes qui peuvent amener les passagers d'un terminal vers le centre-ville, etc. Donc, il y a un vrai sujet global pour trouver un chemin évidemment, qui soit compatible entre la vie des populations locales, qu'il s'agisse des fumées, de l'encombrement des bus ou autres, et une économie qui, évidemment, est d'abord une économie industrielle et portuaire. Moi, je le rappelle souvent, d'abord un bateau, c'est la vie d'un port. Et aujourd'hui, certains ports sans la croisière, à commencer par les bassins de Marseille, peuvent être en grande difficulté. Et évidemment, après, un chemin environnemental et social, sociétal, puisqu'on a affaire à évidemment aujourd'hui un symbole politique souvent où on retrouve les bateaux à la croisée de beaucoup de forces, et entre autres des forces politiques que je qualifierais de malsaines, qui utilisent, parce qu'évidemment pour eux ça peut être un symbole du capitalisme outrancier, un symbole social à travers l'emploi international. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a quand même des milliers de gens, par exemple à Marseille, qui travaillent, et c'est à ceux-là qu'il faut expliquer souvent que leurs bateaux polluent et qu'ils sont en train de tuer tout le monde, ce qui n'est pas le cas, parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, à Marseille, sur la pollution atmosphérique, on travaille surtout avec Admo Sud et l'ARS pour effectivement, de manière assez froide, avoir une idée de ce qui se passe en termes de pollution, et surtout d'avoir un programme qui diminue la pollution à 2025, à 2030, etc., pour comme tout le monde, arriver vers du zéro émission, qui est notre cible. Donc, on peut continuer. Tu m'arrêtes quand... donc, voilà, nous, ce qu'on a essayé de faire à Marseille, et ce qu'aujourd'hui, qui est assez important, c'est un travail qu'on mène avec le gouvernement de manière régionale. Donc, c'est de trouver un chemin avec des chartes, avec des conventions, on les appelle comme on veut, mais des négociations, plutôt que des réglementations brutales, si vous voulez, d'utiliser, par exemple, vous l'avez vu avec cette charte bleue qu'on avait signée en Marseille en 2019, mais qui s'est reproduite à Nice, Cannes, Villefranche, à Sète ou ailleurs, d'avoir une proposition évidemment environnementale qui améliore la situation. Et aujourd'hui, si vous voulez, on aura un Blue Maritime Summit à Marseille le 20 octobre, auquel vous serez pour la plupart invités, et sur lequel on essaie avec le gouvernement de trouver une nouvelle charte avec, si vous voulez, 15 points mais qui vont des vitesses des bateaux, dans des zones sensibles, aux déchets, la gestion des déchets, évidemment, des pollutions atmosphériques, et qui soit contrôlé. Parce qu'évidemment, souvent, les gens nous reposent, vous avez signé une charte, par exemple, mais qui la contrôle. Alors nous, évidemment, pour ce qui est de la vitesse, par exemple, à Marseille, ce sont les pilotes avec la capitainerie, mais effectivement, on peut toujours considérer que les affaires maritimes ne montent pas tous les jours à bord, même si elles le font, pour contrôler. Donc, il y aura aussi cette dimension du contrôle, si vous voulez, et de l'application de cette charte avec les affaires maritimes. Donc, aujourd'hui, c'est l'État qui est à la manœuvre avec les affaires maritimes. Et on espère, si vous voulez, trouver un accord avec les compagnies de croisière pour que ce soit quelque chose qui valorise aussi tout ce qu'elles font, parce qu'en général, elles vont bien au-delà de ce qui est réglementairement imposé, et c'est bien de le faire savoir aussi. Donc voilà, ça c'est ce type d'action qu'on a aujourd'hui, négocier avec des gens qui sont évidemment éminemment responsables, parce que si vous avez l'impression de mépriser on va dire, vos clients à travers une conduite qui n'est pas raisonnablement ou vertueuse, on va dire, au plan environnemental, ça ne marche pas. Commercialement, vous n'allez pas vendre des croisières avec le sentiment général que vous êtes en train de tuer les populations locales. Donc évidemment, ils sont très sensibles sur ces sujets-là depuis des années, et les choses évoluent de manière très favorable. Et moi, je pense qu'on est en capacité
en Méditerranée en particulier, avec l'approche de cette zone CK dans le temps, donc pour 2025, d'anticiper certains sujets, de montrer pour ces 300 bateaux qui tournent dans le monde, mais qui peuvent faire un peu mieux que les 60 pilotes, tout simplement parce qu'ils transportent, à mon avis, des hommes et des femmes, et qui sont souvent à proximité des populations locales, ce qui n'est pas le cas des porte-conteneurs ou souvent ou des pétroliers autres qui sont quand même assez loin des populations locales dans des ports qui sont pas au cœur des villes comme peuvent l'être les terminaux croisières. Donc si tu peux me passer la prochaine, voilà, donc on avait fait avec cette signature en 2019. Évidemment, la pandémie est passée par là, donc aujourd'hui on a une autre ambition, c'est pour 2022 d'à nouveau d'avoir un Blue Maritime Summit, mais qui sera beaucoup plus global, qui tiendra compte aussi de vraiment l'industrie maritime et portuaire avec tous les autres armateurs. On va leur co-organiser avec l'Union maritime et les armateurs marseillais, et le grand port évidemment de Marseille. Mais c'est quand même une dimension régionale, c'est la région qui pilotera, même si on considère que ce qui est de la croisière, évidemment, avec 2 millions de passagers à Marseille, on l'organise à Marseille, mais c'est en collaboration avec Nice, Cannes, Villefranche et Toulon. Donc voilà, si on peut aller un peu plus loin. Voilà, ce qui, je crois, aujourd'hui est l'essentiel de ce qui se peut se passer sur les 10 prochaines années dans les ports qui ont l'économie pour le faire, parce que Marseille a commencé en 2017 à connecter les bateaux. Donc, quelques ports dans le monde l'ont fait, sur quelques ferries et autres, mais ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent et qui est facile à faire. Déjà, techniquement, c'est une innovation totale puisqu'elle n'existe nulle part. C'est-à-dire que quand on connecte aux États-Unis, on connecte directement en 60 Hz, et quand on connecte en France, par exemple, on connecte des bateaux qui, eux, sont en 50 Hz à partir du réseau. Donc, on a un vrai mur technologique qui, aujourd'hui, qu'il s'agisse de la technologie nécessaire, si vous voulez, pour le convertisseur de fréquence ou celle des câbles, tout simplement, ce qu'on appelle les potences, si vous voulez, les systèmes qui vont permettre de transmettre l'électricité à quai. On est sur des modèles si vous voulez, de prototypes, et donc qui évidemment coûtent excessivement cher et dont on n'a pas la garantie absolue que ça fonctionne parfaitement. Donc il y a à la fois une inconnue technique, il y a aussi une inconnue sur la cybersécurité. Les bateaux aujourd'hui sont autonomes quand ils sont à quai, ils vont être connectés au réseau. Ça n'enchante pas les armateurs, vous l'imaginez, etc., etc. Donc, il y a un petit peu vraiment, d'ici 2025, pour nous, encore comment dire, des difficultés à mettre tout ça en place. Mais on a le projet qui est, les appels d'offres sont assez cet été, etc. Donc, je n'ai aucune raison aujourd'hui, que ce soit qu'il s'agisse du plan financier ou technique, c'est l'assemblage qui est complexe, mais toutes les technologies existent, si vous voulez, elles ont fait leurs preuves, certaines ont déjà abordé des bateaux d'ailleurs. La seule difficulté, et qui est réelle, c'est évidemment d'assembler tout ça pour avoir ce résultat qui est que le bateau arrive, une demi-heure après il est connecté, il n'y a plus de bruit à bord, il y a aussi un intérêt, évidemment, selon le prix de l'électricité, on peut imaginer que d'ici quelques années, évidemment, ce sera moins cher d'utiliser l'électricité, je l'espère, même si en ce moment, peut avoir un prix d'électricité qui est quand même hors sol par rapport à la réalité, par rapport au gasoil, tout simplement, et que les armateurs se précipiteront un jour, tout simplement, pour être en zéro émission s'ils veulent être à moins 50, comme le fameux 50 to 55 pour 2030, etc. Ils ne pourront pas l'atteindre s'ils ne sont pas en zéro émission à quai. Et qu'évidemment, ils doivent l'être sur beaucoup de ports, Barcelone, les grands ports, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'escales pour engendrer une économie qui puisse permettre de payer, et ça c'est un problème très important, à la fois les investissements, on peut imaginer qu'il y a de l'argent public avec l'Europe, l'État, etc., mais il y a aussi une maintenance. Nous, on le sait avec le Sénat qui est utilisé depuis 2017, une maintenance qui coûte très cher. Donc on va avancer encore un petit peu, et je crois qu'on sera arrivé au bout. J'ai plus mon téléphone du coup avec moi. Tu me dis, Céline, combien il reste de temps? Combien de temps il reste, Céline? Il reste 6 minutes. 6 minutes. OK, donc on continue. Merci de passer sur le prochain slide. Donc, vous voyez, on vous présente un peu le Shore Power de Marseille. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de faire un petit peu un tour du monde. Alors, tout le monde a beaucoup de projets. Et quand vous rentrez avec Olivier en sait quelque chose, avec les directeurs de port qui sont face à eux, à cette montagne, si vous voulez, cet Himalaya financier, technologique. Alors, avoir des projets, c'est bien. Vous voyez des éoliennes partout, vous voyez du photovoltaïque, de l'économie circulaire, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas simple, et que, effectivement, un peu la chance que l'on a à Marseille, mais ce n'est pas de la chance, hein, c'est une volonté, c'est d'avoir commencé dès 2017 à connecter des ferries, une véritable expérience. 2022-2023, vous le voyez, ce sera tous les ferries du Maghreb. Et là, c'est évidemment un couple de duettistes qui est à la manœuvre, c'est-à-dire que vous pouvez proposer toutes les prix. Si le bateau n'est pas équipé en face de vous et s'il ne fait pas un certain nombre d'escales, il ne se connectera jamais pour des raisons techniques, opérationnelles, financières, etc. Donc, il y a aussi la volonté, par exemple, de la région d'équiper les bateaux
bateaux du Maghreb afin qu'ils soient connectés à la fois à Marseille et plus tard en Tunisie, en Algérie et autres. Et on le voit en 2025, d'abord deux premiers ou trois. Aujourd'hui, on est peut-être directement sur trois en fonction des puissances, trois postes à quai. Et à l'horizon de 2027, évidemment, tous les postes équipés de croisière, c'est-à-dire quatre postes, y compris aussi, on le voit ici, les fameuses cales 8 et 9 et 10 qui seront équipés en dernier, parce que là aussi, il n'y a pas d'économie véritable pour aujourd'hui à la fois payer, comme je dis, les investissements, mais le coût de maintenance de ces équipements qui va s'élever à plusieurs centaines de millions, voire millions d'euros par an. Donc, vous avez un investissement qui est majeur, à peu près 50 millions d'euros pour tout ce que vous voyez sous les yeux. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas simple, c'est que derrière, il faut que les passagers, c'est-à-dire que le business model, il se fait autour du bateau ou des passagers. Quelqu'un doit payer, c'est-à-dire une taxe, tout simplement, pour que ce soit supportable pour les grands ports, au-delà du prix de l'abonnement, au-delà du prix de l'électron qui devrait être payé aussi. Donc on est dans un sujet qui est complexe, mais au même titre que l'eau a été fournie à une époque, on lui se posait la même question, tout ce qui est les services au navire, mais le service au navire, à mon sens, et j'en terminerai un peu là, aujourd'hui, un bateau, ça va être, et on va le voir avec la Grande Plaisance et le reste, ça sera plutôt à quai et surtout connecté. C'est-à-dire qu'on le voit avec les Posidonies, on le voit avec les mouillages, on va être d'une grande complexité. Hors coffre, à mon avis, n'existeront plus d'une certaine manière. Et quand on sera sur coffre, il faudra quand même que ce soit des petits bateaux plutôt en zéro émission, etc. Parce qu'on aura du mal à expliquer aux populations locales que les fumées, c'est plutôt bien pour eux, même si elles sont lointaines, etc. Donc tout ça, c'était plutôt le monde d'avant. Aujourd'hui, le monde de demain. Et il faut savoir que la Commission européenne, aujourd'hui, depuis quelques semaines, a quand même, et d'ailleurs c'était encore hier, les fameuses taxes CO2, etc. Donc il y a une espèce de package qui fait que vous aurez l'obligation de vous connecter dans tous les ports d'Europe à partir de 2035, qui n'est pas du tout, par exemple, une volonté de l'Asie, même si les ports chinois ont commencé à le faire, ou des États-Unis. Donc vous voyez, il y a quand même une volonté en Europe d'imposer ce fameux shore power auquel, évidemment, les grands ports français n'échapperont pas. Évidemment, la problématique de Sète, peut-être de Toulon ou d'autres, sera peut-être un peu différente. Et encore que Toulon a un vrai projet aujourd'hui qui tient bien la route, si vous voulez, de connexion aussi à quai. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'un port avec très ciblé sur les ferries ou les bateaux de croisière. L'obligation, elle n'existera que pour les ferries, paquebots et au départ et conteneurs. Donc, le reste, aujourd'hui, n'est pas concerné. Donc, je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Moi, je reste à votre disposition pour vraiment la suite et les questions. Je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce type de rencontre. N'hésitez pas, je suis là. Je vous quitterai à 11 heures puisque j'interviens dans une conférence qui s'appelle Wave Change, qui est assez très intéressante. Beaucoup de ports sont présents aussi, avec les mêmes projets que nous, mais avec les mêmes difficultés à chaque fois, que ce soit Bilbao, qui est un vrai projet, qui est quand même un grand port. Et voilà, ils sont avec les premières lignes et les montants d'investissement sont les mêmes, donc évidemment les problématiques étant les mêmes. Merci à tous et à tous de m'avoir écouté et à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup, Monsieur Suess. Les questions seront après le passage de Monsieur Olivier Carmes, à qui je laisse la place pour sa présentation. Voilà, donc bonjour à tous. Donc on est en train on va partager l'écran. On va partager l'écran. Ça doit arriver. C'est bon? Vous voyez là, c'est bon? Alors. Mais pas en plein écran. Pas en plein écran, on va la mettre en plein écran. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc cette présentation de l'ambition de décarbonation de l'activité portuaire de Sète, peut-être juste en présentation générale et quelques éléments chiffrés pour présenter Port de Sète, Sud de France, qui était un port décentralisé jusqu'à 2007, transfert de propriété à la région Occitanie, pour gérer trois niveaux d'activité, trois ports, le port de commerce, le port de pêche, la plaisance. Donc, nous sommes une PME, 95 salariés pour effectivement gérer ces trois ports. Toujours cet impact chiffré en termes d'impact économique pour nos trois activités, donc 1700 emplois, près de effectivement 1 milliard de chiffre d'affaires cumulé. Au niveau du port de commerce, 1100 escales maritimes, nous sommes un port intermodal sur lequel nous faisons du fluvial et du ferroviaire. D'ailleurs, c'est une de nos grandes ambitions dans les prochaines années. Vous avez effectivement la hauteur
du trafic, 4,8 millions de tonnes, c'était 3 millions de tonnes lorsque la région avait repris le port. Un port également de passagers, 250 000 passagers, que ce soit ferry sur le Maroc, mais également croisière, comme effectivement on a parlé Jean-François Suaz à l'instant. Second port décentralisé derrière Calais, une belle croissance sur les dernières années qui a été freinée évidemment comme tout le monde par rapport au Covid. Et puis le montant des investissements à réaliser sur le port, et on va voir également l'ambition concernant le branchement à quai. Vous voyez sur ce plan l'emprise de nos 3 ports, donc le port de commerce en rouge, le port de pêche en jaune et le port de plaisance en bleu. Donc tout simplement, et notamment, vous voyez l'emprise, en tout cas la ville de Sète, qui s'est construite autour du port, puisque le port de commerce était avant tout en plein centre-ville. Progressivement, c'est délocalisé vers Frontignan. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle le port de Sète Frontignan. On a une emprise sur deux territoires. Et donc, la nécessité, par rapport à cette proximité, d'intégrer l'acceptabilité de nos activités, de son développement par les habitants de nos 2 villes qui nous entourent. Raison pour laquelle, dans le projet stratégique 2021-2025, donc nous avons décidé, le conseil d'administration de Port de Sète Sud-de-France a décidé de mettre la stratégie on va dire, de verdissement, décarbonation de nos activités portuaires en prioritaire sur les 4 autres, sur le projet stratégique précédent qui était 2015-2020. Nous avions mis le carré, on va dire, plutôt orange en prioritaire. C'était vraiment le développement économique. Il y avait eu beaucoup d'investissements. Il fallait retrouver de l'activité, des retours. Et sur cette phase, effectivement, des prochaines années 2021-2025, on se concentre vraiment sur cette décarbonation de nos activités portuaires qui globalement, cette stratégie générale, on peut la décliner en 5 axes. Tout ce qui est promouvoir l'intermodalité de nos transports, développer les énergies renouvelables, la stratégie bas carbone, on en a parlé juste avant, l'intégration de l'innovation qui va de pair effectivement avec cette stratégie de verdissement des activités portuaires, et puis l'intégration de management environnemental, c'est l'intégration de tous pour effectivement arriver à ce résultat. Premier élément sur la promotion, on va dire, de l'intermodalité, c'est quelque chose d'assez naturel au niveau du port de Sète. Tout d'abord sur le ferroviaire. Le ferroviaire, je crois qu'on a su démontrer, on sait faire, mettre du conteneur, mettre de la remorque, mettre du vrac. C'est vrai que dans les ports comme Sète, on était davantage conditionné sur du transport sur le ferroviaire de trafic vraquier. Aujourd'hui, on a vraiment orienté sur le transport du conteneur et du camion. Pour preuve, le vrac même s'est transformé sur du transport en conteneur qui après va sur le ferroviaire. On a aujourd'hui des propositions sur l'importation de clinker qui vient de Turquie, qui est déchargé dans notre port, qui est après stocké dans l'entrepôt, chargé dans des conteneurs et qui viennent alimenter toutes les semaines ces conteneurs par train les différentes usines qui sont situées sur le territoire français. Donc, c'est vraiment du 100% maritime, ferroviaire. Et puis, on a développé avec la ligne Turquie, on est dorénavant à peu près 100 000 remorques par an, le transport effectivement du ferroviaire pour distribuer toute l'Europe. Donc, nous avons des lignes sur Cologne. Prochainement, donc, on a repris les lignes sur Calais. Et donc, on a vraiment des circuits logistiques, fluviales, ferroviaire, puis pour le porte-à-porte en routier. Et donc, on a développé une nouvelle plateforme ferroviaire sur le port, près de 15 millions d'euros, avec une répartition 50-50 public-privé, et pour lequel on va intégrer une technologie de chargement horizontal qui est française, c'est la technologie LOR, qui va permettre effectivement de gagner en productivité et de charger, d'ouvrir encore davantage cette proposition de ferroviaire à tous les transporteurs routiers. Évidemment, lorsqu'on parle d'intermodalité, on parle de fluvial. Et donc là-dessus, on fait à peu près 250 remorques, 250 escales à l'année, plutôt sur le fluvial, ce qui concerne le port de Sète. Et nos grandes ambitions dans les prochaines années, et là, c'est un engagement de l'État, c'est la mise au gabarit du canal du Rhône à Sète pour effectivement avoir des économies d'échelle sur le transport fluvial. Il faut avoir des capacités de chargement, et pour avoir des capacités de chargement,
il faut du tirant d'eau. Donc, des discussions sont en cours avec les services de l'État pour retrouver des tirants d'eau suffisants permettant de passer des transports fluviaux de 1100 tonnes à peu près à 1600 tonnes dans les prochaines années. Au niveau des énergies renouvelables, le deuxième pavé de cette stratégie, c'est le photovoltaïque. Jean-François Suaz en a parlé également tout à l'heure. C'est des projets de longue haleine, près de 7 ans, entre le moment où on a décidé de couvrir nos toitures d'entrepôts dans le port et puis leur livraison. Et je pense que le résultat est là. On peut faire effectivement du développement durable et rentable. On a aujourd'hui près de 10 millions d'euros qui ont été investis sur nos toitures, à la fois en panneaux et puis à la fois en changement des toitures qui, dans la grande majorité des cas, a été amianté. Et puis on perçoit dorénavant un loyer. Et puis le résultat, c'est qu'on produit 2,5 fois en puissance solaire, en énergie solaire, ce que consomment nos 3 ports. Donc l'objectif demain, c'est de développer des projets donc complémentaires sur une vingtaine d'hectares, plutôt en ombrière, et notamment pour l'autoconsommation. On va le voir dans le projet suivant, et notamment au niveau des branchements à quai des navires. Au niveau du troisième niveau d'action sur la stratégie de verdissement des activités portuaires, c'est la stratégie bas carbone. Donc, des logiques, on va dire, des démarches logiques de changement de la flotte véhicules légers sur le port. Il y a encore quelques années, on était sur des véhicules diesel à 5 vitesses. Donc, on a changé tous ces véhicules pour être en électrique sur le port. On essaie de favoriser les acteurs qui ont des bonnes démarches, de mettre des politiques tarifaires incitatives en réduisant les droits de port-navire pour certaines compagnies maritimes. Donc, on l'a mis en place depuis le 1er janvier 2021. Et puis, lorsqu'on investit dans nos outils portuaires, notamment le déchargement, les grues, nous essayons effectivement d'investir dans des grues plutôt à branchement à quai, ce que nous faisons avec la dernière grue qui va être livrée cet été, et surtout de limiter l'impact par rapport effectivement à nos villes voisines en termes de poussière, et d'intégrer des trémies dépoussiérantes, ce qui est un petit peu nouveau dans la démarche et ce qui nécessite de gros investissements. Mais en tout cas, c'est la volonté du port de Sète d'investir dans ce type d'outils. On en vient sur le branchement à quai des navires. On regarde évidemment et on partage avec le port de Marseille ce qui se fait et de leur antériorité par rapport notamment au branchement à quai des ferries. On a vraiment un partenariat actif dans cette démarche. La volonté, elle est là. On a effectivement décidé, la présidente de région Occitanie nous a mis effectivement propriétaire des 3 ports, l'ambition dès 2023 donc, de pouvoir brancher à quai des navires de commerce. Nous le faisons déjà pour des méga-yachts à travers un bassin qui a été réservé, un ancien bassin ferry réservé pour des navires pouvant aller jusqu'à 170 mètres. Donc, nous avons investi 2 millions d'euros pour le branchement à quai de ces navires. La grande différence, c'est que sur la très grande plaisance, ces navires sont habitués à se brancher à quai. Ils ont le convertisseur de fréquence à bord et ça fait partie des pouvoirs d'attractivité de cette catégorie de flotte. Pour les navires de commerce, c'est une situation évidemment différente. Il faut pouvoir avoir la puissance suffisante dans le port, ce que nous avons, c'est une chance. Maintenant, il faut leur proposer un prix qui soit compétitif. Et c'est toutes les discussions que nous avons avec certains armateurs du port. Donc, nous travaillons en priorité avec DFDS, ligne sur la Turquie, avec les 4-5 escales par semaine, avec Neptune sur l'automobile, qui sont vraiment des partenaires dans cette démarche. Ils ont la volonté d'y aller. Et donc, nous devrions être prêts à l'horizon fin 2023 pour pouvoir brancher à quai les premiers navires tout en convertissant effectivement les fréquences avec un investissement de près de 7,5 millions d'euros. On est à la recherche de financement européen sur lequel on espère à peu près 70% dans la démarche. Mais c'est une ambition évidemment forte avec l'objectif à terme d'aller sur les navires de croisière, mais qui, à la différence du port de Marseille, nous n'avons pas de croisière basée sur Sète. Donc, on a vraiment des navires différents quasiment à chaque escale. Et donc, ce qui nous pose peut-être quelques problèmes, parce qu'il faut souvent adapter aussi les navires. Donc, on avance dans cette démarche avec, vous voyez, les 4 étapes clés. 2019, donc ça a été la très grande plaisance, c'est fait. 2023, c'est demain, nous serons dans les temps.
2025, l'objectif, c'est l'autoconsommation sur le photovoltaïque, de pouvoir commencer à proposer à certains branchements à quai de la puissance provenant de l'énergie solaire. Et puis 2030, si on y arrive, c'est l'hydrogène. On a repoussé pour l'instant des projets de piles à combustible qui proposaient des prix, on sait faire à partir d'hydrogène vert, qui pourrait être produit d'hydrogène de l'éolien offshore de Port-la-Nouvelle, mais qui pour l'instant est trop cher. Et donc, il va falloir à peu près attendre d'avoir des prix d'achat de l'hydrogène vert qui soient à des prix plus compétitifs, mais ça va venir. Et donc, raison pour laquelle on s'est donné cet objectif à l'horizon 2030. On parlait de la croisière tout à l'heure, même si par rapport à un port de Marseille, on n'est absolument pas au même niveau, mais nous étions longtemps sur 20 000 passagers. On est monté avant crise très rapidement à 120 000 passagers. Donc, pour une ville comme Sète et Frontignan, tout d'un coup, l'emprise a été beaucoup plus importante avec des navires importants qui montaient jusqu'à 320 mètres. Donc, la stratégie aujourd'hui, elle a été différente après la crise. C'est de revenir sur des navires de moindre dimension jusqu'à 240 mètres et de se rapprocher de quais plutôt de centre-ville. Et donc, va se poser la question, évidemment, assez rapidement d'être capable de brancher à quai ces navires. Navire de moins de 240 mètres, vous voyez effectivement l'évolution. Donc, cette chute, on est monté jusqu'à effectivement exactement, c'était 115 000 passagers. C'était 0 en 2020, 7 000, la légère reprise en 2021. L'objectif, c'est 70 000 qu'on va atteindre normalement dès cette année sur 2022 et de rester à peu près à ce niveau, de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif et de promouvoir justement des excursions vertes, plus adaptées et de mettre en avant effectivement nos atouts locaux plutôt qu'être sur des destinations qui sont à plusieurs centaines de kilomètres du port qui étaient des pôles d'attractivité dans la stratégie précédente. Alors, on en a parlé effectivement cette stratégie bas carbone sur effectivement les panneaux photovoltaïques, les nouveaux espaces qui vont être couverts sur le port là plutôt en ombrière. Et puis, on est obligé de parler dans ce type de démarche d'innovation. On a inauguré pendant Escala 7 et on était très contents d'avoir les pilotes de Marseille auprès de nos pilotes de Sète pour inaugurer avec MGH, qui est le fondateur de cette pilotine électrique, une première mondiale. Aujourd'hui, les pilotes vont avec des pilotines thermiques, propulsion thermique, accompagner effectivement les commandants de bord pour se mettre à quai. Aujourd'hui, on rentre dans la phase test maintenant sur cette pilotine électrique pendant 6 mois et qu'on espère bien pouvoir développer dans tous les ports français, voire européens, voire mondiaux dans les prochaines années. Donc, vraiment un partenariat start-up de Montpellier, le port pour l'alimentation électrique, les pilotes de Marseille pour la construction, l'installation effectivement du système électrique sur la pilotine dans leur chantier, et puis la phase d'essai avec les pilotes de Sète. Donc, vraiment un travail d'équipe sur ce projet. Différentes après les pilotes qui participent à des options de mise à quai selon effectivement les vents dominants, permettant de limiter l'effort moteur sur les navires, des coopérations avec Météo France, le centre spatial sur les prévisions des épisodes Cévenol. On travaille sur ces sujets avec l'université. Le projet Falco, là, on est dans le domaine plaisance. On va dire, moi, j'aime souvent mettre en avant la numérisation de nos ports de plaisance. On avait effectivement ces dernières années, du moins une présence physique importante pour gérer ces navires. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les places de stationnement des navires de plaisance et de pouvoir, lorsqu'une place est libérée, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir connaître en temps réel effectivement le taux d'occupation de nos places. Donc, il faut changer nos méthodes et intégrer la numérisation de nos gestions, même dans le domaine de la plaisance. Donc, un projet européen Falco là, qui motive toutes les équipes. Et puis, toujours dans la recherche, solutions innovantes, c'est comment retraiter les eaux grises et les eaux noires dans nos ports qui ne sont pas forcément connectés au réseau d'eau usée. Donc, on a des solutions aujourd'hui permettant de filtrer et de réutiliser sur le pôle de nettoyage des camions, sur l'aire de carénage. Donc, on a effectivement obtenu un prix Port du Futur également sur ce type de projet. Et on parle évidemment de management
environnementale. Il faut effectivement intégrer notre personnel, nos professionnels dans cette démarche. Elle doit devenir collective pour avoir un impact le plus important possible. C'est la démarche zéro plastique de notre gestion au quotidien et notre partenariat avec 7e continent qui explique effectivement tous les ravages du plastique au niveau mondial. Donc, différentes conférences que l'on a fait avec nos professionnels et avec notre personnel, les différentes certifications qui nous gèrent au quotidien, les analyses qualité de l'eau qui ont été faites et diffusées, avec surtout une analyse de la biodiversité qui était très parlante et qu'on a partagée notamment avec nos plaisanciers. Les études qualité de l'air qui ont été réalisées et notamment mises en public à partir d'octobre. On a signé un partenariat avec Atmo Occitanie, donc on va partager maintenant ces informations et toujours cette recherche maintenant dans tous les projets d'économie circulaire sur tous les projets d'investissement. Les différents prix qui ont été obtenus, parce qu'il faut évidemment se faire reconnaître dans la démarche pour se motiver et puis convaincre nos membres de conseil d'administration, le personnel, les professionnels qu'il faut continuer dans ce type de démarche. Et donc, on a eu depuis, sur ces différentes années, que ce soit dans le domaine de l'intermodalité sur le ferroviaire, que ce soit dans l'économie circulaire, que ce soit dans l'innovation à travers la pilotis électrique, que ce soit la dernière, ça a été avec la région propriétaire de nos ports, la drague hybride à hydrogène, donc vraiment une première mondiale dans ce domaine. On est très fiers avec la construction par un chantier français. Et puis le dernier prix, le prix de la transition énergétique qui a été donné, attribué par l'Académie de Marine. Nous en étions très fiers pendant effectivement la période de Covid. Donc voilà très rapidement cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Kermès, pour votre présentation. Alors, je sais que vous et Monsieur Suas doivent malheureusement nous quitter pour 11 heures, donc on va passer rapidement aux questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez la poser oralement. Donc, s'il n'y en a pas, peut-être qu'on va du coup vous remercier Monsieur Suas et Monsieur Kermès pour votre présentation. Et j'espère que les initiatives prises par le port de Sète et par le secteur des croisières à Marseille que vous avez présenté pourra servir d'exemple pour d'autres ports de même taille qui souhaitent eux aussi inscrire leur activité dans une transition plus durable. Donc, merci Monsieur Kermès et Monsieur Suas pour votre contribution à ce rendez-vous du Plan Bleu. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Et on va continuer cet échange avec notre directrice des programmes, Céline Dubreuil, qui va nous présenter les lignes directrices élaborées par le Plan Bleu. Donc, comme je l'avais dit dans la première partie, ces lignes directrices sont un rapport clé de capitalisation de 3 communautés Interreg-Med. Elles fournissent des informations, des objectifs de durabilité ont été définis, des pratiques durables et elles visent à soutenir les principaux acteurs impliqués dans la promotion de la transition à long terme du secteur de la croisière et de la navigation plaisance vers la durabilité. Prochaine diapositive. Donc, il s'agissait, alors, quelle méthodologie on a employée? Donc, c'est important de dire que ça a été un processus participatif et de consultation multi-acteurs. On a d'abord capitalisé les connaissances et les expériences recueillies auprès des projets modulaires qui constituent ces 3 communautés Interreg-Med que sont la croissance bleue, la communauté du tourisme durable et la communauté de la protection de la biodiversité en Méditerranée, ainsi qu'une initiative BlueMed qui s'appelait Blue Boats Med. On a mis en place un groupe multi-acteurs d'une centaine d'acteurs qu'on a consulté à travers des enquêtes en ligne. On a organisé un webinaire, des ateliers de travail interactifs et des échanges évidemment avec les versions intermédiaires de ces lignes directrices, et tout ceci avec l'appui d'un bureau d'études italien, Tethys. Prochaine diapositive.
Donc, ces lignes directrices comportent une partie introduction, tendance, feuille de route qui comporte une vision qui a été définie par l'ensemble des acteurs. Quelle vision pour une croisière durable et pour une navigation plaisance durable. Donc, 10 objectifs de durabilité. On a identifié un catalogue de bonnes pratiques pour la durabilité de ces deux secteurs. On a également fait une revue de la littérature pour identifier des indicateurs qui permettraient de suivre ces objectifs qui ont été fixés. Et le tout est illustré par 4 études de cas qui montrent concrètement comment ont été mises en œuvre un set de pratiques qui ont été identifiées pour améliorer la durabilité. Diapo suivante. Donc, les 5 défis communs qui ont été identifiés par les acteurs. Donc, le premier, il s'agit d'éliminer les émissions atmosphériques de polluants et de gaz à effet de serre dans l'air, donc qui est un des défis considérés comme majeurs pour le secteur de la croisière. Sauvegarder les écosystèmes et la biodiversité. Donc, ça inclut notamment préserver l'intégrité du plancher océanique. Donc, le secteur de la plaisance est également concerné. Le défi 3, c'était éliminer les sources de pollution de l'eau, prévenir la production de déchets et améliorer leur gestion. Donc, on l'a vu précédemment dans les infrastructures portuaires, également les marinas. Il y a un réel besoin de développer des infrastructures pour permettre de traiter les déchets qui sont triés à bord. Stimuler la connaissance et l'innovation. Ça a été également cité, mais notamment via la digitalisation du secteur, qui est indispensable à la modernisation du transport maritime. Et le dernier défi qui était éviter les impacts sur les systèmes socio-économiques locaux. Alors, ce dernier défi est également très important est lié finalement à l'évaluation de la capacité de charge des destinations touristiques. On le voit dans plusieurs destinations maintenant en Méditerranée. On pourrait citer un exemple peut-être emblématique, celui de Venise, où l'affluence en fait est parfois très mal vécue par les populations locales et peut avoir des impacts négatifs au niveau local, des impacts donc socio-économiques. Et donc, c'est très important déjà d'intégrer les communautés locales dans les processus de décision, de les sensibiliser et de minimiser ces impacts sur la population et de s'assurer que, j'ai envie de dire, une distribution équitable des bénéfices à travers toute la chaîne de valeur et tous les acteurs des destinations touristiques. Prochaine diapositive. Donc, ces 5 défis que vous retrouvez sur ce diagramme, on a défini, enfin l'ensemble des acteurs ont défini 10 objectifs de durabilité qui sont interconnectés et qui sont à atteindre à travers une approche progressive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une approche progressive? C'est qu'on commence, on espère une mise en œuvre qui a débuté à court terme en 2030 avec une mise en œuvre complète de ces objectifs d'ici 2050. Cette vision et ces objectifs ont été co-créés avec les acteurs. Donc, vous retrouvez, par exemple, dans la catégorie d'éliminer les émissions atmosphériques, l'objectif de progresser vers des navires et des ports à pollution zéro, de contribuer à la transition vers des sources d'énergie renouvelables dont les émissions nettes de carbone sont nulles. Donc, évidemment, tous ces objectifs doivent aussi permettre de se conformer aux différentes stratégies européennes, au pacte vert européen, à la stratégie européenne pour la mobilité durable et intelligente, à la stratégie méditerranéenne de développement durable, et d'atteindre, on considère que le transport maritime peut jouer un rôle clé dans la décarbonation
et donc d'atteindre d'ici 2030 des émissions nulles, en tout cas une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules polluantes. Prochaine diapositive. Donc, on a également identifié 68 bonnes pratiques. L'idée, c'était, dans ces lignes directrices, de faire état des bonnes pratiques pour permettre un développement durable des secteurs à destination des acteurs directs de la croisière ou de la navigation de plaisance. Alors, pourquoi on n'a pas parlé de meilleures pratiques? Parce qu'on l'a vu, et ça a été cité précédemment, il y a des pratiques qui sont considérées comme transitoires, comme un passage nécessaire. Alors, par exemple, les scrubbers à boucle fermée, le gaz naturel liquéfié, qui ne sont pas encore des pratiques idéales, mais qui sont une étape transitoire vers les meilleures pratiques, qui pourraient notamment être l'utilisation d'hydrogène, par exemple. Donc, ces pratiques doivent fournir également des pistes de réflexion aux décideurs politiques. Et pour chacun des 5 défis que j'ai mentionnés précédemment, on a sélectionné des actions à fort impact. Alors, elles ont été considérées comme prioritaires à mettre en œuvre du fait de leur degré élevé d'applicabilité et de leur potentiel de réduction significative des impacts environnementaux. Donc, la combinaison de ces 2 critères nous ont permis de mettre en avant un set assez réduit d'actions à fort impact pour chacun des défis. Alors, dans les mesures et les pratiques identifiées, on peut dire qu'on distingue 3 grandes catégories qui sont les mesures spatiales, qui peuvent être par exemple l'identification de zones sans mouillage ou de zones d'éco-amarrage ou des zones d'évitement par les navires ou de périodes de forte densité de cétacés, par exemple. On a également des mesures de régulation qui sont par exemple la réduction de la vitesse à l'approche des ports et dans certaines zones inférieures à 10 à 12 nœuds. On a vu que ça a été mis en place par exemple dans le port de Marseille. Ou des solutions technologiques. Alors, il y a différentes applications qui existent. Alors, j'en citerai une. L'application communautaire Donia, par exemple, qui aide les navigateurs de plaisance à pouvoir visualiser et identifier où se trouvent les bancs de Posidonie et donc à éviter de mouiller dans ces zones de Posidonie. Diapositive suivante. Donc, pour le premier défi, qui était d'éliminer les émissions atmosphériques, donc je vous ai mis ici sur cette diapositive justement ces actions à fort impact qui ont été identifiées. Donc, on en a parlé, l'électrification des navires, des ports et des marinas, les systèmes de taxation ou d'incitation tarifaire pour favoriser les systèmes électriques au lieu de l'utilisation des combustibles fossiles, également l'utilisation de moteurs économes en carburant, une conception optimisée des coques, des systèmes qui minimisent la résistance hydrodynamique, et également l'utilisation d'énergie renouvelable à travers l'utilisation de panneaux solaires ou l'intégration de systèmes photovoltaïques dans le réseau électrique des ports. Et par exemple, le port de Sète donc, a très bien illustré la mise en œuvre de ce genre de pratique. Diapo suivante. Alors, pour le défi concernant la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité, alors on a identifié comme action à fort impact l'établissement de restrictions de vitesse pour les navires ou de zones d'interdiction d'ancrage pour protéger les espèces et les habitats sensibles. On a également fait un focus sur les aires marines protégées, par exemple l'établissement de zones interdites d'accès ou éviter le tourisme nautique non réglementé dans ces zones, limiter les marinas à l'intérieur et à côté des aires marines protégées, limiter la vitesse des bateaux, promouvoir la voile dans les AMP ou dans les autres habitats sensibles. Diapositive suivante. Donc, concernant le troisième défi sur la contamination biologique et chimique dans les eaux marines, comme action à un fort impact qui sont promues donc, dans ces lignes directrices,
la collecte des eaux usées et l'analyse et le contrôle des eaux portuaires, le contrôle et la surveillance de la gestion des eaux usées et des déchets solides dans les ports et dans les marinas. Et donc, il est indispensable de fournir aux marinas et aux ports des installations et des équipements pour la gestion des résidus d'hydrocarbures. Et d'ailleurs, il est également, ça a été soulevé aussi pendant les discussions, il est important aussi d'informer les bateaux et les navires avant leur arrivée au port de toutes les infrastructures qui seront disponibles pour pouvoir gérer ou trier correctement les déchets collectés à bord. Diapositive suivante. Donc, et afin de favoriser aussi l'économie circulaire, prévenir la production des déchets et améliorer leur gestion, donc on encourage la mise en œuvre de mesures fiscales pour ceux qui produisent davantage de déchets, dont les recettes pourraient être réinvesties dans des mesures de durabilité, par exemple la création de fonds pour la protection des aires marines protégées ou le soutien aux efforts des autorités locales en matière de durabilité, des incitations à remettre en état les bateaux existants, donc en particulier de la navigation de plaisance, la flotte de plaisance, plutôt que de les démanteler, fournir aux marinas et aux ports des installations pour le recyclage des déchets qui ont été séparés à bord, et bien sûr réduire le plastique à usage unique à bord dans les ports et les marinas. Diapo suivante. Et donc, pour stimuler la connaissance et l'innovation, ce qui inclut en particulier la digitalisation et la numérisation, fournir aux plaisanciers des applications intelligentes, il en existe de plus en plus maintenant, afin d'encourager les comportements respectueux, que ce soit dans les aires marines protégées, dans les zones sensibles, et d'éviter de dépasser la capacité de charge donc des destinations touristiques. Donc, c'est essentiel vraiment d'estimer en amont la capacité de charge des destinations touristiques. Inclure une formation obligatoire de sensibilisation à l'environnement, par exemple dans les cours de permis bateau, ainsi qu'un briefing sur la sécurité et l'environnement pour la location des petits bateaux. La réduction des tarifs d'utilisation des ports, donc des tarifs portuaires, on l'a vu, c'est déjà mis en place, par exemple dans le port de Marseille, pour les bateaux qui respectent des normes sévères de qualité environnementale ou au contraire des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les normes minimales. Donc, la mise en place de droits portuaires différenciés. C'est important également de fournir des informations claires avant l'arrivée par le biais d'applications mobiles, par exemple, aux navires et aux bateaux qui approchent des ports et des marinas sur les installations et systèmes de collecte des déchets. Et la mise en place d'un comité technique permanent ou d'un observatoire qui permet l'échange de bonnes pratiques vers la durabilité. Diapo suivante. Et donc, pour le dernier défi, qui consistait à éviter les impacts sur les systèmes socio-économiques locaux, donc encourager les économies d'eau dans les ports, les marinas pendant la navigation, fixer un nombre maximum de navires de croisière dans les ports en fonction justement de la capacité de charge de la destination, du port, de la marina. Mettre en place des solutions de mobilité locale, on l'a vu dans les exemples présentés précédemment, dans les villes de destination des croisières. Donc, ça peut être la mise en place de bus électriques pour amener les croisiéristes au centre-ville, de systèmes de vélos en libre service, de solutions de transport à faible émission de carbone. Diapositive suivante. Et donc, comme je l'ai dit, dans ces lignes directrices, vous trouverez également 4 études de cas qui illustrent la mise en œuvre de ces pratiques. Par exemple, le zonage qui a été mis en place dans l'aire marine protégée de Portofino en Italie. Donc, on a eu l'exemple, Jean-François Suas a déjà présenté les nombreuses actions mises en place dans le grand port maritime de Marseille pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. On a également une étude de cas de la surveillance environnementale à bord des navires de croisière en Méditerranée orientale et également une mesure de certification européenne des ports propres pour la gestion environnementale des ports de plaisance. Donc,
Je vous invite évidemment à télécharger ces lignes directrices qui sont disponibles sur les sites du Plan Bleu. Donc, la version anglaise est déjà disponible, la version française sera disponible demain. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Madame Dubreuil pour cette présentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole, je vais donner la parole à Monsieur Fabio Bignolini, fondateur de Northern Light Composites, qui va nous présenter son projet d'éco-conception des navires de plaisance. Ah. Est-ce que Monsieur Fabio Bignolini est toujours parmi nous? Monsieur Fabio Bignolini, c'est à vous. Hi everybody. Everybody, sorry for the connection, but I'm sharing our application. Do you see the presentation? Not yet. It's okay? It's coming. Yes, it's Full okay. screen? Okay, thank you very much. We are an innovative startup from Italy. Fabio, sorry. Since, Fabio. On a sustainable composite. The connection is not good. One of the biggest. The connection is not good. I suggest you to cut the video if possible. Just cut the video. Sorry, 1 second. Sorry. Now you hear me? It's working better? Yeah. Sorry, I don't know why it's happening. I start again. We are an innovative startup from Italy. We are working since 2019 to a new composite to solve one of the biggest problems of the marine industry. The problem is fiberglass that is really difficult to recycle in an efficient way. There are tons of boats abandoned everywhere in the world, in marinas, in the fields, and also on the sea. So the problem is really big, and no one is working to solve it. So with a team of young engineers from a university in all areas of Italy, and a strong partnership with technical industries, we launched a new composite that is called the ARA composite. That is totally different from the traditional composite because it's based on a thermoplastic matrix. A thermoplastic matrix is really easy to recycle instead of a thermoset matrix, like, for example, epoxy resins, vinyl ester resin, or polyester resin that need to go to the waste and be burned with a big impact on the planet. To prove that the composite is really recyclable, we show you a small video where you can see that a piece of our composite in a traditional solvent in 24 hours could be fully separated. We have fibers, core, and resin separated, and everything is reusable. So that is the real innovation because traditional resin are not easy to recycle. About the materials, we use flax fiber, recycled carbon fibers, and a new core that is recyclable at the end of life. As you can see in this graphic, the impact of flax fibers is really different from the traditional fibers, and especially carbon fiber is really a big problem for the CO2 and for also for recycling.
About the boat building technology, we have vacuum infusion. That is not really a big step because a lot of yards are already using this technology. So in this way, it's quite easy to switch from a traditional system to a new sustainable boat building system. This technology is perfect for marine industry, but could be also used for wind blades or in automotive or in building panels industry. So in each market that is traditionally using fiberglass. There are some yards that working on a new composite, a new sustainable composite, but all companies using traditional raising systems that are not recyclable at the end of life. So we are the only company that are working on thermoplastic resins. In this way, we want to launch a new circular economy in the marine industry, and to prove that the composite is working in a great way, that is strong enough and is durable also. We build some prototypes. The first one is Ecoprimus, that is a dinghy for a young sailor. The second one is Eco-Optimist, that is the most common sailing boat in the world because all kids using it. And I want to show you in this video how we work on these new fibers. And you can see the flax fibers on the mold. We prepare the layers for the infusion in a traditional way. Of course, the flax fiber need some more work to be applied, but with some expertise, it's also easy to do it. The second prototype is EcoRacer, is a 7.5-meter boat, a racing boat. We decided to build a racing boat to prove that a sustainable boat is great in all conditions, also in racing where the boat is stressed very much. We showcased the boat at Jack Paris in May in Paris in the Innovation Planet, and now the boat is sailing in Italy. We had the first race in Lake Garda in May, where we win the Italian championship, and it's a really great proof that a sustainable boat is not a bad boat, but it's really fast and strong. The project of this year is a foiling boat, is called EcoFoiler. It's a 3 meters and 80 foiling dinghy. And it's our first fully recyclable project because it's the full process is sustainable, from the molds that are made in additive manufacturing technology to the composite, and also to the sail that are also thermoplastic. Now I would like to show you what is mold technology that is from our partner in Italy, Veneto, that is working on the best manufacturing machine. It's called a Genesi, and can build a mold in one piece, and the dimension is approximately 8 meters and 4 meters. So you can make really big mold. There are advantages with this technology. It's super fast because in some days you can have a more ability to build the boat, and also it's super sustainable because you can grind the mold and use the material for the next mold. So in this way, we would like to solve the problem of the marine industry, that is molds. Fiberglass molds are abandoned everywhere. Here in Italy, we have a yard that
is aiming to store the molds in a big farm. So it's a big problem, and we try to solve it too. And the technology of the bot is the sales. The sales are from our partner, One Sales, and is the first company that have thermoplastic technology. Also, the bot is a composite. Each layer is based on a plastic material or a thermoplastic resin. In this way, at the end of life, you can grind the sails and use the sails again to build print a small part in traditional technology or in traditional way to build new parts for new sails. I would like also to introduce you two projects that we are going to launch this year. The first one is yacht recovery. With this project, we would like to map all the abandoned boats in our area. And we do it for two reasons. The first one is no one knows really how much fiberglass is abandoned in Italy and in everywhere, I think. And the second reason is that we want to find some boats that are still reusable. So we would like to repair the boats and give back the boat market. And this is one of the ways of the end-of-life problem in our opinion. The last project is a project that involves our eco-optimist. To showcase the boat in Europe, we would like to start a tour this winter, where we go in each country to show the boat and talk about materials and the technology, teach the young generation about how to use these materials and why these materials are really worth to use. Thank you very much for your attention. I'm sorry for the connection. I hope it was great. Merci beaucoup, Fabio Vignini, pour votre présentation très enrichissante. Maintenant, on va passer aux questions, s'il y en a. Alors moi, je voulais faire un commentaire sur la présentation de Fabio, parce que j'avais déjà vu une partie de cette présentation, mais en fait, à chaque fois, ils sont lancés dans de nouveaux projets et je suis toujours impressionnée en fait par cette capacité d'innovation, parce que le problème des bateaux de plaisance en fin de vie est un énorme problème, pas qu'en Italie, en France aussi. D'ailleurs, on commence seulement à trouver des filières en France pour le recyclage de ces bateaux de plaisance. D'ailleurs, la paire notamment, c'est assez novateur au niveau français. Et donc, j'avais noté ton projet de cartographier les bateaux abandonnés à l'échelle de l'Italie, j'imagine seulement, et ensuite pour essayer de les recycler, de les remettre dans le circuit, ou pour les démanteler et réutiliser toutes les pièces détachées? Our goal is to find some boats to reuse in the reuse way. So we repair the boat, we put back the boat in the water, but we also want to go to disposal with some boat, because in Italy no one really know how to do it, and we would like to showcase what is the best practice to do it. And there are some startups in Italy that are working on recycling of fiberglass. That, of course, is the first step, because we know fiberglass is really difficult to recycle. But it's really important to let people see that it's possible, and there is a way to do it. Because, of course, in next year, someone
need to put some money to solve the problem. I think institution must do something, and we try to make some noise to this happen as fast as possible. Merci beaucoup, c'est une super initiative. Y a-t-il des questions? Oui, nous en avons une. Est-il possible d'utiliser ces bateaux comme récifs? Merci. Le Moulet Taous. To use this boat as Des bateaux comme récifs. Pour les faire couler, en fait, c'est ça? Les faire couler sous l'eau et… Je ne comprends pas très bien la question non plus. ah, ok. Si la personne souhaite ouvrir son micro, peut-être, pour expliquer. Sinon, nous avons une main levée de Jean-Louis Bissuel. On lui donne la parole. Pardon. Allô? Oui. Vous me recevez? Très bien. Oui, bonjour à tous. Et d'abord, toutes mes félicitations pour le travail réalisé qui est remarquable. Donc, je suis, moi, ancien directeur des affaires maritimes de Monaco et toujours membre du Yacht Club de Monaco et consultant. Donc, je voulais peut-être poser quelques questions rapidement et quelques remarques aussi. D'abord, pour les marinas, pour les ports, nous, on a noté, enfin moi j'ai noté dans mes observations depuis mon travail d'observation, c'est un gros problème pour les marinas, pour les ports de plaisance, je parle, c'est le problème de la police, de la gestion des déchets, parce que vous mettez en avant la certification port propre qui existe depuis longtemps, mais le problème, c'est la mise en œuvre réelle des dispositifs qui sont mis en place par les ports et l'utilisation en fait de ces moyens par les bateaux eux-mêmes. Donc, il y a vraiment un problème d'agents de contrôle. Et enfin, en tout cas en France, je parle pour la France. Et je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on se cache un petit peu derrière ce label et cette certification, alors que la réalité, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'elle est. Ensuite, j'avais une autre observation, c'est pour la grande plaisance, donc les bateaux de plus de 24 mètres. Il semblerait qu'on soit à un stade où il pourrait paraître opportun de pousser l'idée d'une convention internationale à l'OMI qui s'applique à ces navires, qui en fait ressemblent parfois de plus en plus à des navires de commerce, c'est-à-dire des navires de croisière, mais pas toujours. Et donc, on a un foisonnement de réglementation applicable ou non qui rend difficile disons, la connaissance exacte de la situation de ces bateaux. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il devrait avoir une réglementation internationale qui s'applique aux yachts de plus de 24 mètres. Il y a un dernier point qui me paraît important, c'est vous évoquez éviter les impacts sur les systèmes socio-économiques. Ça me semble être locaux, ça me semble être vraiment quelque chose de très important. Nous, on note actuellement, et je parle toujours pour la France, un vrai sujet de relation entre le grand yachting, particulièrement, et les territoires. Donc, qui sont mis en évidence actuellement par le problème de l'interdiction de mouillage dans les zones de Posidonie, tout à fait normal. Et depuis plusieurs années où cette interdiction est maintenant bien connue, on n'a pas de démarche très vive sur la mise en place de mouillage écologique, par exemple, avec des coffres. Et donc, nonobstant la démarche en France avec la ministre de la Mer qui était venue à Marseille pour montrer la volonté du gouvernement et de la région de mettre en place ces coffres, il y en a pratiquement pas pour l'instant. Et il y en aura très peu, alors que c'est sans doute 150 à 200 postes de mouillage qui ont été supprimés par cette mise en place de réglementation. Voilà, c'était ces quelques observations. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner une étude que vous avez menée et qui est extrêmement aussi intéressante pour tous les acteurs du secteur. Donc, c'est l'étude Ramoge qui aussi décrit en détail les pratiques, les réglementations dans le secteur de la croisière, de la grande plaisance en Méditerranée. Donc, je vous invite également à consulter ce document. Et oui, en effet, alors, c'est la question des coffres, hein, elle revient assez régulièrement en ce moment. Elle est assez controversée aussi parce qu'on considère que les coffres ne sont pas non plus la solution idéal au niveau de l'impact environnemental. Donc, certes, ça évite de mouiller dans les zones de Posidonie, mais la construction du coffre en elle-même aussi a un impact et du coup, ça entraîne un afflux de plusieurs yachts au même endroit. Donc, je pense que c'est même pas encore la solution idéale. On parle aussi de mouillage écologique, de bouées flottantes, donc ce serait peut-être plus approprié, mais il est certain qu'il y a un dialogue nécessaire entre les populations locales, enfin l'ensemble des acteurs pour bien comprendre à la fois les retombées économiques en termes d'emploi, enfin tous les bénéfices de ce secteur. Ce ne sont pas que des impacts négatifs environnementaux, ça fait aussi travailler énormément de gens, hein, comme aussi l'avait souligné Jean-François Suez dans son intervention. Donc, c'est sensibiliser, essayer de minimiser les impacts et impliquer les populations et surtout, voilà, évaluer la capacité de charge pour pas dépasser qu'il est possible d'accueillir dans différents endroits, différents ports, différentes marinas, pour que les bénéfices soient équitables et répartis pour tous. Alors, si on revient à la question donc précédente qui a été précisée, on parlait de est-ce qu'il est possible d'utiliser donc les bateaux en fin de vie comme récifs, c'est-à-dire de les immerger. Donc évidemment, j'aurais tendance à répondre non, parce que il y a également une pollution en coulant ces bateaux au fond de la mer. Il ne faut pas croire que ça n'a pas d'impact environnemental. Au contraire, c'est également une forme de pollution. Donc non, je ne pense pas du tout que ce soit la bonne solution. L'idée, c'est vraiment de recycler ces bateaux en fin de vie et de mettre en place cette économie circulaire. Et je le rappelle, l'économie circulaire, donc, outre le recyclage, c'est avant tout de penser à un éco-design. C'est dès le début de la chaîne de valeur, avant de construire un nouveau bateau, penser dès le début à comment on va le recycler et comment on va minimiser son empreinte environnementale. D'où l'innovation qui vient nous être présentée par Fabio. On est vraiment dans l'éco-design qui devrait être l'approche première de l'économie circulaire avant d'envisager le recyclage et la réutilisation des produits en fin de vie. Donc, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. Donc, nous espérons que vous avez trouvé les initiatives présentées pertinentes. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir modéré cette conférence. Merci à tous. Je reviendrai vers certains d'entre vous concernant les points qui ont été évoqués, notamment l'évaluation de la capacité de charge. N'hésitez pas à nous contacter par email. Je vous souhaite une excellente journée et nous vous invitons d'ores et déjà au prochain rendez-vous du Plan Bleu, dont le sujet n'est pas encore défini, mais vous serez très vite informés. Oui. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Je remercie aussi John et Harriet qui ont été les traducteurs de cette conférence. Voilà. Merci à tous et bonne journée à tous.